Bonjour, j'ai invité cette semaine Bernard-Henri Lévy pour les 20 ans de la revue qu'il anime, La Règle du jeu. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous célébrez, nous célébrons ensemble, les 20 ans d'une revue que vous avez créée qui s'appelle La Règle du jeu. La revue, c'est toujours un objet très particulier, très précieux et au fond assez original dans notre paysage. Mais au départ, c'est une démarche d'écrivain. Il faudrait peut-être que vous nous racontiez pourquoi ces écrivains-là, au fond, et à quel moment historique, qu'est-ce qui a déclenché au fait le fait de tout d'un coup, alors qu'il y a commentaires, le débat, temps moderne, esprit, etc., tout d'un coup la nécessité de créer quelque chose de nouveau? Vous savez, c'est extrêmement simple au fond. Le moment, c'est une nuit. La nuit de la chute du mur de Berlin, le 9 ou le 10 novembre 1989. Du 9 au 10. La nuit du 9 au 10 novembre. La circonstance, c'est 5 écrivains qui se téléphonent dans la soirée. Amos Oz depuis son kibboutz du Negev, Suzanne Sontag depuis les États-Unis, Salman Rushdie depuis je ne sais où, Mario Vargas Llosa le lendemain et moi-même. Et ces 5 écrivains-là se disent plusieurs choses. Ils se disent, l'ancien monde, qui était un monde d'horreur et de despotisme, est mort. Oui. Ils se disent, deuxièmement, ça va pas être la fête pour autant. Oui. C'est pas le dimanche de l'histoire annoncé par les Cogéviens, ça sera pas la morne pleine de la démocratie universelle. Troisièmement, il va se passer des choses terribles. Il y aura des convulsions, des nouvelles batailles, des nouveaux débats. Et quatrièmement, il faut prendre position dans ces nouvelles batailles et commencer par les voir venir et les penser. Donc c'est pour faire tout ça, pour célébrer la chute du mur, pour voir ce qui vient et pour combattre le mauvais qui allait venir, que nous décidons de créer la revue. Est-ce que vous surévaluez pas un petit peu le troisième point, c'est-à-dire le mauvais qui va venir? Non. Parce qu'à l'époque, et fort logiquement et fort naturellement, à la fois il y a une doctrine américaine qui s'installe et qui décrit ce que peut être un nouvel équilibre mondial, etc. Mais il y a surtout des théoriciens qui vont nous expliquer que malgré tout on va entrer dans une ère plus paisible, où l'on verra d'ailleurs que ça dure le temps de le dire. Vous savez, les textes sont là. Dans le premier numéro de la revue, ou peut-être le deuxième, soit le numéro du printemps de 1990, soit le numéro de l'automne. Il y a un texte du directeur de la revue, de moi, qui s'appelle « Dans les fourgons de la liberté ». Oui. François Mitterrand m'avait envoyé en mission dans les 6 pays, les 6 capitales de l'Europe libérée, de l'Europe sous le joug et libérée, pour voir qu'est-ce que la France pouvait y faire. Donc j'étais allé à Budapest, à Prague, à Berlin-Est, à Sofia, etc. Et j'avais rapporté de tout ça un récit qui est disponible, qui est dans les archives de la Règle du jeu, un récit épouvanté, que je publie aussitôt, et où je dis, grande chose, grande nouvelle, ces peuples sont enfin libérés, mais mon Dieu, avec le dégel, avec la débâcle du communisme, c'est-à-dire le dégel, quelles horreurs qu'on voit remonter à la surface. Et c'est ça que je dis dans le texte, dans les fourgons de la liberté, ça s'appelle, il y a la liberté, mais dans ces fourgons, il y a toute une marchandise pas très sympathique qui est en train de se pointer. Donc je l'ai dit tout de suite, alors ça s'appelait le nationalisme, ça s'appelait les nouvelles guerres de religion, ça s'appelait les fièvres identitaires, ça s'appelait bientôt la guerre de Bosnie. Pourquoi est-ce qu'on a été, la règle du jeu, l'un des combats auxquels on reviendra sur la ligne éditoriale, justement. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a vu tout de suite ce qui se passait en Bosnie? C'est pas qu'on était plus méritant ni plus généreux que d'autres. C'est qu'en effet, dans l'ADN de la revue, il y avait cette idée, il y avait ce radar, tout de suite, dans les décombres du communisme, attention à toutes les radiations, notamment nationalistes, qui allaient poindre. Alors on n'était pas le seul, c'est le moment d'ailleurs, il y a quelqu'un, grand ami, qui est aussi le vôtre, qui est Alain Minc, qui avait fait à l'époque dans un journal qui s'appelait, je crois que c'était dans les Échos, une interview qui avait fait scandale à l'époque, où il disait attention, réjouissons-nous très bien, mais ça va être le retour des nations. Et je crois qu'il en avait d'ailleurs tiré un livre. Donc il y avait un certain nombre de gens qui sentaient cela. Parmi ces gens, les écrivains
qui fabriquent la règle du jeu. Et je ne crois pas que ça soit réécrire l'histoire que de le dire ainsi. Ça a vraiment été les fonds baptismaux de la revue et c'est jusqu'à présent son combat. Alors ça, c'est une vision, et donc on va en venir à la discussion sur la ligne éditoriale, mais quand même au départ, ce sont des écrivains. Et donc la revue, malgré tout, reste à dominante littéraire. Quand on regarde le numéro anniversaire, le numéro du 20e anniversaire, on s'aperçoit que vous y faites écrire des écrivains, en effet, des artistes, des peintres. Donc la dominante est quand même artistique, alors que votre positionnement et l'identification même de la revue est plus politique, mais au sens politique engagement dans le monde contemporain, bien sûr. Attendez, c'est une revue, c'est pas une ONG, c'est pas un parti politique, c'est pas Amnesty International, c'est une revue avec des reportages littéraires. Je me souviens des reportages de Claude Arnaud en Albanie, je me souviens des reportages de Dominique Fernandez au Brésil. Il y a eu toute cette dimension et elle est toujours là. Le soutien à Salman Rushdie, on l'a pas soutenu seulement parce qu'on détestait les ayatollahs, on l'a soutenu parce qu'on défendait les droits de la fiction. Et dans le numéro anniversaire, les grandes signatures, c'est Salman Rushdie, c'est Christine Angot, c'est Roman Polanski, c'est Woody Allen. C'est des artistes. Non, c'est la dominante de la revue. Sauf que, dans la conception qui est la mienne et qui est celle des animateurs de la revue, les artistes ont leur mot à dire sur le cours du monde et c'est pas le plus mauvais des mots. Ils sont pas les plus mal placés pour dire ce qui va pas dans le monde et ce qui fait que ça pourrait aller mieux. Voilà, c'est ça que nous pensons. Je crois que quand Salman Rushdie parle de la laïcité, quand Vargas Llosa parle du nationalisme qu'il a en sainte horreur, quand Amos Oz parle de l'avenir des peuples de la région où il habite, c'est-à-dire le Proche-Orient, ma thèse, c'est qu'il voit plus clair que les politiques et les soi-disant responsables. Voilà, il voit plus clair. Je crois qu'Amos Oz, on devrait plus l'écouter. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas des artistes, au fond. Ils ont cette espèce de sixième sens. Ils ont ce sixième sens, ils ont connaissance profonde de la nature. Ouais, ce regard de biais, parfois ce regard qui voit dans les choses plus que les choses, comme dit l'autre. Peu importe, mais j'ai eu très souvent à vérifier depuis 35 ans que je fais des livres et que j'observe mes camarades écrivains. Et depuis 20 ans que je dirige une revue, que c'est souvent chez les artistes, beaucoup plus que chez les sujets supposés experts, pour ne pas dire sujets supposés savoir, que la vision la plus lucide se trouvait. Oui. Alors les revues sont aussi très identifiées à leur animateur, à celui qui les fonde, celui qui, etc. Commentaire, Raymond Aron, aujourd'hui Jean-Claude Casanova. Le débat, c'est Marcel Gauchet, Esprit, c'est Olivier Mongin, etc. La règle du jeu, c'est évidemment vous-même. Alors, vous-même, comment vous situez-vous par rapport au pouvoir? On a vu certains de vos camarades intellectuels, dont on avait l'habitude qu'ils soient très aussi aux avant-postes sur les combats de ceci ou cela, notamment les combats antitotalitaires, on les a vus pour les uns se rallier à Nicolas Sarkozy, d'autres avant se rallier, etc. Vous-même, vous ne faites pas allégeance, mais en même temps, vous acceptez des missions. Vous évoquiez tout à l'heure une mission confiée par François Mitterrand à vous-même, mais j'ai le souvenir d'une mission confiée par Jacques Chirac à vous-même. Peut-être Nicolas Sarkozy voudra-t-il vous en confier une. Donc, redéfinissez-nous un peu votre façon d'être par rapport au pouvoir, justement, qui est le problème des intellectuels en France depuis la naissance des intellectuels, si j'ose dire. La mission confiée par Jacques Chirac, non. Confiée par Jacques Chirac, oui, en Afghanistan, et Lionel Jospin. Oui, c'est vrai. C'était ce double parrainage est important. Et j'y avais tenu, oui, bien sûr. Pour moi, c'était très important, parce que au cœur vraiment de ma conception de cela, il y a l'idée d'une liberté imprescriptible de l'écrivain par rapport au pouvoir à tous les fois. C'est vraiment dans la charte des intellectuels français depuis l'affaire Dreyfus. C'est vraiment dans leur matrice originaire. Ils ne sont fidèles à eux-mêmes que lorsqu'ils sont capables de rester fidèles à ce programme-là, ce programme de liberté. C'est-à-dire, au fond, le droit qu'ils s'octroient, pour reprendre votre mot, de se missionner eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, un intellectuel? C'est-à-dire un écrivain tel que je le conçois. C'est quelqu'un qui se missionne lui-même. C'est quelqu'un qui tient son mandat de lui-même. C'est quelqu'un qui dit « Rome est où je suis ». Quand vous m'avez autrefois demandé de faire des articles, des reportages de guerre pour le journal que vous dirigiez, qui était Le Monde. Rappelez-vous la conversation que nous avions eue. Je vous avais dit d'accord, mais
pas les grandes guerres brahmaniques dont tout le monde parle, mais le Burundi parce que personne n'en parle, le Sud-Soudan chrétien parce qu'il n'y avait pas eu depuis 10 ans au monde de vrais articles importants sur le sujet, en tout cas dans mon souvenir, les monts Nouba parce qu'on n'en avait pas parlé depuis 15 ans, etc. Donc je crois que là, ce qu'un intellectuel a de plus utile, au fond, c'est même pas une question de conception philosophique. Là où il est le plus utile, c'est quand il a le crédit nécessaire, bien entendu, et puis un peu le tempérament qui lui permet de se missionner lui-même. Voilà. Donc ça règle le problème des pouvoirs. Moi, je me missionne. Non, mais ça, et vous le faites d'ailleurs, soit pour le monde à une certaine époque, soit pour vous-même quand vous alertez l'opinion sur tel ou tel sujet, vous vous missionnez. Mais il vous arrive aussi d'accepter des missions officielles, entre guillemets, ou quasi officielles. En Afghanistan, vous avez raison de le rappeler, c'était Chirac et Jospin, mais c'était une mission très précise, qui a d'ailleurs donné naissance qui a eu des suites concrètes. Oui. François Mitterrand, c'était donc un rapport. Vous avez peut-être, je ne sais pas, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a demandé quelque chose ou vous le demanderez. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout vous vous sentez obligé d'accepter des missions officielles alors comme vous le dites très bien, vous n'en avez nul besoin. C'est très rare. C'est très rare. L'Afghanistan, je l'avais accepté parce que vraiment, comment vous dire. C'est presque un secret diplomatique que je vais vous donner là. Mais je pense que Chirac et Jospin avaient tous les deux un sentiment de culpabilité partagé face à un épisode récent de l'histoire de France, qui était la non-réception du commandant Massoud à Paris. Oui. En juin 2001, Massoud avait failli être reçu à Paris, et il avait été invité, et au terme d'une espèce de petit trafic politicien, de petites manœuvres politiciennes, dont, disons pour ne blesser personne, le système de cohabitation était responsable, son invitation avait été annulée. Je pense que quelques mois plus tard, après sa mort, après la mort de Massoud... Qui déclenche tout d'ailleurs. Qui déclenche tout, le 11 septembre, voilà, la séquence est implacable, 9 septembre, mort de Massoud, absolument. 11 septembre, attentat du 11 septembre, etc. Il y a eu cette volonté-là de réparer probablement l'outrage fait à Massoud et à travers lui à la nation afghane, etc. Et donc il y avait ce climat très particulier qui suivait la mort de Massoud et qui suivait le 11 septembre et qui suivait la forfaiture de la France en amont de tout cela. J'ai accepté pour cette raison. Voilà. François Mitterrand, c'est autre chose. C'était pas, pour moi, c'est pas juste un président. C'est un des très très grands présidents, quoi qu'on dise, quelle qu'ait été la face d'ombre du personnage. Que l'Europe occidentale des 30 dernières années est connue. Comme il se trouve que par ailleurs j'avais des relations personnelles et amicales avec lui, quand il m'a demandé d'aller étudier à l'époque, il s'agissait d'étudier la possibilité de créer une académie européenne sur le modèle de l'académie française à travers toutes ces capitales-là. J'ai pensé en effet que je pouvais le faire. Mais voilà, c'est des cas très particuliers. Je n'accepterai sûrement pas n'importe quelle mission de n'importe quel président et dans n'importe quelle condition. Et vous le dites de François Mitterrand, bien que vous étiez alors à front complètement opposé sur la Bosnie. Après. Enfin, mais c'est après. Oui. J'ai rompu avec François Mitterrand. Rappelez-vous François Mitterrand, il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre, alors que vous-même vous étiez du côté des intervenants, enfin de ceux qui plaidaient pour... Je me souviens de François Mitterrand au dîner des parrains des SOS Racisme dans un restaurant chinois de Pigalle peut-être. Nous étions toute une tablée, toute une table ronde, et il s'est brutalement... dressé à la moitié du corps au-dessus de la table, les mains posées à plat sur la table, il s'est penché vers moi et il m'a dit « Moi vivant, jamais la France ne fera la guerre à la Serbie », avec quelque chose de terrible dans l'œil. Voilà. La Serbie, allié traditionnel de la France. Mais là, on est en 1994, c'est bien après cette mission, on est à quelques mois de la fin de son mandat, et je ne l'ai plus jamais revu. C'est aussi simple que ça. Oui. Depuis ce dîner-là, dîner des parrains des SOS, on peut retrouver la date, c'est dans le Lys et la Cendre, je ne l'ai jamais plus revu. Alors, venons-en à la ligne politique que vous incarnez vous-même et que vous imprimez aussi à la revue, à la règle du jeu. Il y a deux grands moments, au fond, dans l'histoire intellectuelle récente. Il y a Fukuyama et la fin de l'histoire, et il y a Huntington, le choc des civilisations. Alors comment... alors vous nous avez un petit peu répondu sur le premier point, parce que vous n'étiez d'entrée de jeu pas du tout sur la ligne la fin de l'histoire, et comment vous êtes-vous situé par rapport au choc des civilisations? Parce que j'imagine que ce sont les deux points qui permettent de voir clair sur une ligne, éditoriale. D'abord, la ligne politique de la revue, la ligne idéologique, je la fixe pas tout à fait tout seul. Il y
Il y a un dialogue avec des gens comme Gilles Herzog, comme Laurent Dispo, qui est toujours très important sur certains dossiers. Son grand papier sur l'honneur des catholiques, par exemple, a été... L'honneur des catholiques, il faut le dire d'un mot, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est la relation du pape Pie XII avec la période nazie, etc., où Laurent Dispo n'est pas du tout dans le courant dominant. Où Laurent Dispo dit, attendez, on est en train de faire comme si Pie XII avait été le premier collabo du monde. Or, on sait tout. Arrêtons avec le mythe des archives du Vatican fermées. 2, il en a fait plutôt plus que les autres. Et 3, il en a fait autant que il pouvait le faire compte tenu de la position qui était la sienne, avec autorité spirituelle et peu de moyens matériels. Et 4, grande opération montée par le KGB dans les années 60 autour de Hochhurt, du vicaire, etc., destinée à déstabiliser l'Église catholique, foyer de rébellion contre le stalinisme et contre le communisme. Donc on est quelques-uns. Cette ligne politique, elle est l'objet même d'un débat. Il y a Maria de Fransat, la nouvelle rédactrice en chef, et quelques autres. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que dans l'ADN de la revue, il y a cette idée, oui, ni Fukuyama, ni Huntington, ni embrassons-nous Folleville, consensus mou, vague voie moyenne démocratique, etc., où tous les peuples, dont tous les peuples prendraient le chemin par une espèce de dessein providentiel, ni pour autant le débat démocratique futur représenté par cette idée du choc frontal de bloc civilisationnel s'opposant comme tel. Cette idée-là, alors la première me semble naïve, l'idée Fukuyama, la deuxième me semble atroce, me semble terrible, terriblement dangereuse. On vit avec la deuxième aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit avec la deuxième, c'est-à-dire, alors ça donne la monstruosité de Marine Le Pen il y a quelques jours, la semaine dernière, disant que lorsqu'elle entendait des prières musulmanes, elle se sentait occupée. Cette phrase est une insulte à tous les musulmans de France, à tous les musulmans du monde. C'est une insulte à ces belles prières que sont les prières musulmanes. Mais d'où une phrase comme celle-là peut sortir? Elle sort à la fois du passé fasciste, du logiciel fasciste du Front National, dont Marine Le Pen est très loin d'être affranchie, très très loin, et c'est encore peu dire. Et puis elle vient également de cette idée du choc frontal des civilisations, c'est-à-dire de cette assimilation entre l'islamisme radical, qui est une affaire politique, qui n'est pas une affaire religieuse, et de l'islam. Au fond, moi, si j'avais à vous donner ma position, qui est celle, je crois, de la revue là-dessus, elle consisterait à dire, avec un musulman croyant, pieux, même très pieux, même orthodoxe, je n'aurais jamais de problème. On peut avoir des débats, naturellement, on peut avoir des discussions, mais des discussions théologiques, passionnantes, mais il n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon frère, ou alors tous les hommes sont frères, mais il est mon ami, il est mon partenaire de dialogue et d'interlocution. En revanche, avec un héritier des frères musulmans qui porte dans ses bagages un bout de la mémoire du fascisme européen, qui porte avec lui et derrière lui la version arabe de la révolution fasciste européenne, là en revanche, non seulement j'ai des problèmes, mais je me sens en opposition radicale et totale. Mais c'est un affrontement politique. Voilà, je crois que c'est ça le fond, et c'est ça qu'il faudrait essayer, et c'est une des choses à quoi s'attelle la règle du jeu, de faire comprendre à nos contemporains. En plus, il y a la laïcité. La laïcité fait que tous ces débats-là n'ont pas non plus à emplir les hémicycles, l'espace du débat démocratique. Mais l'espace de l'interlocution entre sujets, bien sûr. Un beau débat entre un musulman croyant et un juif pieux, que d'ailleurs je ne suis pas, entre un catholique fervent et un musulman pratiquant, ça c'est magnifique. Et prétendre que l'on se sent occupé pour autant est quelque chose d'immonde. C'est un crachat adressé à non seulement ceux qui sont concernés, mais tous ceux qui ont une haute idée de la spiritualité
que l'islam incarne tout autant que le judaïsme ou le christianisme. Pour revenir d'un mot sur ce choc des civilisations, la consultation assidue des révélations entre guillemets de Wikileaks montre qu'il n'a pas de réalité géostratégique, puisqu'il y a au contraire une ligne de front qui passe à l'intérieur même du monde musulman, entre l'islam sunnite et l'islam chiite, que la Mecque, si j'ose dire, au sens propre du terme de l'islam, savoir l'Arabie saoudite est opposée de façon virulente à l'Iran, demande aux États-Unis même, à la limite, de prendre les armes contre l'Iran, ainsi de suite. Donc tout ça n'a ensuite pas de... Ça, c'est le fond de ce que j'essaie de vous dire, en effet. C'est que je crois que le seul affrontement qui vaille, il n'est pas entre les blocs. Les blocs, c'est du Spengler, ça. C'est du Spengler, ça n'a pas de sens. C'est à l'intérieur des blocs. Chaque bloc est fissuré par des contradictions terribles et qu'il faut d'ailleurs, qu'il convient d'ailleurs non pas de colmater, mais d'élargir. La contradiction au sein de l'islam entre les démocrates et les théocrates, faut y aller à fond. La contradiction en Occident entre les gens qui pensent que Marine Le Pen est une démocrate qui a sa place dans le débat démocratique et ceux qui pensent qu'elle n'y a pas sa place, cette contradiction-là, il faut la creuser. Donc voilà, les contradictions, elles sont à l'intérieur des blocs, bien sûr. Alors quant à Wikileaks, ça c'est une autre affaire. Moi je suis très attentif aux questions que pose Wikileaks. C'est vrai que ça dit... Voilà, oui, ça dit des choses sur le mode de fonctionnement de la société aujourd'hui, sur l'impact... Voilà, mais ou bien on croit à la diplomatie, ou bien on n'y croit pas. Ouais. On peut ne pas croire à la diplomatie, mais alors on ne croit plus qu'à la guerre de tous contre tous. Si on croit en revanche à la diplomatie... il y a une part de mi-dire, il y a une part de secret qui est à peu près, qui est totalement inévitable. Et donc la procédure Wikileaks est nulle et non avenue. Est-ce qu'il est bon, par exemple, que la planète entière sache que les Saoudiens sont solidaires des Occidentaux? On le sait, on l'analyse, c'est dans la presse, il y a des analystes qui le disent, il y a des journalistes qui l'ont constaté. Donc c'est simplement une confirmation, ça n'est pas franchement... une confirmation. Dans tout ce qui est sur Wikileaks, il n'y a aucun secret. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a de documents que classés secrets, c'est-à-dire accessibles à des milliers de personnes. Les documents classés top secret, et observez qu'il n'y en a pas, et tout ça est dans un... Mais à l'inverse, on pourrait dire, moi j'aurais été par exemple bien heureux qu'il y ait un Wikileaks qui nous éclaire sur le rôle et la place des États-Unis dans la mort d'Aldo Moro, s'il y a eu une place quelconque. Dans cet épisode où l'Italie n'était pas indépendante, où les brigades rouges étaient infiltrées, ou ainsi de suite, etc. On n'a pas de preuves tangibles alors on va vivre comme ça des années avec un soupçon permanent sans avoir de matérialisation très concrète. Mais la différence entre les très bons journalistes... c'est pas inutile. La différence entre les très bons journalistes et les gens de Wikileaks, c'est que les très bons journalistes savent où sont les zones de secret qui doivent être levées pour que le débat démocratique fonctionne. Ils savent que c'est important de savoir pourquoi Aldo Moro est mort. Ils savent qu'il est important de savoir la vérité sur les ingénieurs français de Karachi. Voilà. En revanche, tout savoir sur tout, lever la pierre du secret sur tout, ça, en revanche, très bien, mais plus de diplomatie. La marche vers la transparence absolue, c'est invivable. C'est invivable. C'est une société invivable. Et c'est invivable notamment pour l'idée d'une organisation ou d'un débat entre les nations. C'est comme entre les humains. Vous savez très bien que si on s'écoutait les uns les autres, si, y compris avec les plus proches d'entre nous, il y avait des micros branchés en permanence pour savoir ce que dans le secret d'un moment de doute ou l'instant d'une rigolade, etc., tout ce que l'on peut dire, la société humaine en serait pulvérisée. À plus forte raison, dans ces zones à haute tension passionnelle, qu'est la zone du débat entre les nations, donc de la diplomatie. Dans le passé, tout ça était réservé aux confesseurs. Bien sûr, grande sagesse. Puisque nous sommes dans l'actualité, un de vos combats les plus récents, c'est le sort de cette femme iranienne, Sakineh, condamnée à mort par lapidation, etc. Voilà, on vient de vivre un épisode bouleversant aussi, parce qu'on annonce sa libération. Très vite, d'ailleurs, vous signifiez que vous n'y croyez pas, alors que Berlusconi a déjà félicité Ahmadinejad de cette libération. Comment faut-il lire cette manipulation par le pouvoir iranien du sort comme ça d'une personne emblématique, parce qu'on explique quand même dans le même temps aux Iraniens qu'elle est coupable de meurtre, enfin, etc., alors que le fond du problème c'est l'adultère, etc. Il y a deux choses, trois choses. D'abord, je crois que volonté de doser
l'espérance et l'effroi, vieille technique totalitaire, rendre les gens fous, à commencer par elle. Les nazis organisaient des simulacres d'exécution, parfois. Oui. André Ballereau raconte ça dans les anti-mémoires. Oui. Là, on organise un simulacre de libération. Deuxièmement, ridiculiser l'Occident. Ces médias qui vous défendent ou qui la défendent, regardez-les, on est peut-être des salauds, mais là où il y a salauds, il y a idiots utiles. Les idiots utiles, c'est les Occidentaux. Et troisièmement, prendre la température. Voir quand même qu'est-ce que vaut encore le cas Sakineh en Occident. Est-ce que, tout à notre versatilité légendaire, nous sommes déjà passés à autre chose, ou est-ce que nous y sommes encore très attachés? De ce point de vue-là, ils ont été servis. C'est le seul aspect vertueux de cet épisode de la semaine dernière, c'est qu'ils ont vu, en effet, que la vague de joie planétaire était inentamée. Donc il y avait tout ça, plus une immense cruauté. Une cruauté diabolique, et plus encore dans l'épisode suivant, celui que nous avons décrypté à la règle du jeu, la soi-disant reconstitution du meurtre du mari, où nous sommes à peu près sûrs maintenant que la Sakineh que l'on voit à l'écran, qu'ils ont filmé, qui va dans l'armoire à pharmacie, prendre une seringue, la remplir d'un liquide bizarre, l'injecter à un homme allongé qui est en fait son fils, donc le fils du mort, on est à peu près sûr que c'est pas la vraie Sakineh, que c'est une actrice grimée, outrageusement maquillée, déguisée selon la terminologie iranienne en quasi-prostituée, tout ça fait pour la déconsidérer à nos yeux. Bref, Sakineh, c'est un symbole pour nous, Sakineh, c'est un symbole pour eux. C'est symbole contre symbole, et c'est pour ça qu'il est plus important que jamais de gagner la bataille du symbole, donc de gagner sur Sakineh. Et sur ce sujet, vous aviez interpellé le président de la République. Vous considérez que la France s'est suffisamment mobilisée dans ce domaine? Oui, je trouve que la France a été... Vous savez, je suis assez sévère avec le président de la République, assez souvent sévère, pour pouvoir dire que là, dans cette affaire-là, honnêtement, lui et son épouse, d'ailleurs, et Carla Bruni-Sarkozy, ont été bien. Elle, je crois qu'elle a été la première à écrire, première ou la deuxième, après Isabelle Adjani, une lettre à Sakineh qui était une lettre belle et qui pour elle a été coûteuse parce qu'elle en a pris quand même, elle a eu son lot d'injures de la part de la presse iranienne à cause de cela, donc c'était courageux. Et quant à Nicolas Sarkozy, oui, attitude à la fois responsable, il n'a pas comme Berlusconi remercié Ahmadinejad d'une libération imaginaire, et en même temps courageuse, il est le seul chef d'État d'une grande puissance à avoir dit que cette femme était désormais sous sa responsabilité politique et personnelle. Donc là-dessus, je leur dis chapeau quand même. Heureusement qu'ils ont été là. Peut-être que si elle est encore en vie, elle le leur doit un tout petit peu. Eh bien, Bernard-Henri Lévy, cette conversation s'achève. On va terminer sur un éloge de Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, c'est paradoxal. Enfin, vous aurez l'occasion de prendre la plume, j'imagine, à l'occasion des prochains épisodes présidentiels ou de la campagne présidentielle. Donc on verra bien comment vous vous situez en attendant. Donc 20 ans de la règle du jeu. C'est une revue et c'est aussi un site Internet désormais. Alors qui a une fonction peut-être un tout petit peu différente de la revue elle-même. Alors il y a la revue avec cette couverture de Jacques Martinez, qui est le laboratoire, c'est le labo. Et puis il y a le site qui est la machine de guerre, quoi, qui est beaucoup plus grand public, qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus politique. C'est là où on pourrait lire des choses beaucoup moins aimables, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'actuel président de la République, sur Nicolas Sarkozy. C'est là où l'on peut lire que la règle du jeu est déjà en campagne pour le candidat de la gauche lorsqu'il sera désigné, et nous avons notre petite idée sur notre propre préférence. Ça, c'est une machine de combat. Et puis, la règle du jeu papier, c'est le laboratoire. Les deux sont vraiment couplés l'un à l'autre, et je tiens beaucoup à ce couplage qui est au fond assez original, hein, parce que dans le paysage des revues en Europe, je ne suis pas sûr qu'il y ait un exemple de cet attelage-là. Donc la règle du jeu papier et la règle du jeu.org qui est le site. Merci Bernard-Henri Lévy. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitez retrouver les propos de Bernard-Henri Lévy, rendez-vous sur la règle du jeu.org peut-être, mais aussi et surtout sur publicsena.fr. On va travailler beaucoup la technique, la maîtrise, les déplacements, les passes. Il faut avoir le sang-froid en soi pour jouer. Sortir de la pauvreté par le foot, c'est le rêve de nombreux enfants africains. Le réalisateur Yves Maillard est allé en Côte d'Ivoire à la rencontre de ces jeunes joueurs. Beaucoup de candidats, peu d'élus et le risque pour certains de tomber sur des escrocs.
Destin au bout du pied. C'est lundi à 22h30 sur Public Sénat. Il n'est pas candidat, mais il entretient malgré tout une certaine ambiguïté. À l'heure où Laurent Fabius entame une nouvelle phase au PS, quel regard porte-t-il sur son parcours, son style et son image, jugée parfois brouillée? A-t-il commis des erreurs? Et si oui, comment les analyse-t-il? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex-plus jeune Premier ministre de la République. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Lorsque les députés s'immergent dans le quotidien de leurs administrés, j'aimerais vous y voir, c'est dans un instant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. L'affaire Clearstream n'est pas terminée. Il y a forcément des rivalités. Ça me paraît un peu exagéré.